Voilà, on va y arriver. Bonjour à tous. Bonjour, un petit problème technique sur les caméras et les micros. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Il est 11 heures. On a un agenda qui est très très chargé. Donc, malheureusement, on ne va pas forcément pouvoir laisser les petites minutes de connexion, mais vous êtes déjà pas mal nombreux à vous connecter ce matin. Bien, vous l'avez. Alors, c'est intéressant parce que c'est la troisième édition de ce webinaire qui est consacré aux résonances internationales des lois anticorruption françaises avec les pays à risque. On en parlait juste avant d'ouvrir le webinaire. On est très ravis de vous accueillir cette troisième fois sur ce thème qui est toujours porteur, puisque on voit qu'il y avait pas mal d'inscrits. Des inscrits initialement en date du 16 février. On a dû, pour différentes raisons, le reporter aujourd'hui. Et je remercie à ceux qui se sont connectés. Quoi qu'il en soit, pour les habitués de nos webinaires, vous le savez, ce webinaire est enregistré. Vous recevrez donc le replay ainsi que la présentation. Et concernant les questions, je vous invite à les poser dans le chat. Soit nous tentons d'y répondre directement, nos intervenants peuvent parfaitement lire le chat et vous répondre directement, ou y répondre ultérieurement. Vu le thème qui va être abordé, je ne sais pas si une réponse dans un chat pourra vous satisfaire. Vous verrez qu'on va vous partager l'ensemble des coordonnées des intervenants. Des intervenants, je suis ravi d'accueillir, puisque ce webinaire va être scindé en trois parties. Une première partie donc, qui va être animée par Christophe Curtelin, qui est avocat spécialisé en conformité sur les sujets internationaux, qui nous accompagne depuis notre histoire conformité chez Altares. C'est toujours un plaisir, Christophe. Ensuite, Clément Montessin, qui est un de nos consultants avant-vente en conformité, apportera un regard sur les retours d'expérience des clients qui, justement, font face à cet enjeu. Et enfin, Nathalie Kestener, également, qui nous accompagne sur différents événements Altares, apportera son expérience sur l'enjeu de la gestion des cadeaux et invitations au regard de l'AFA, au regard de la norme ISO 37001, mais également sur un niveau international. Voilà, je ne vais pas forcément approfondir cette introduction. Je voulais vous partager, je vous le disais, cet agenda. Je laisse Christophe maintenant prendre la parole. Christophe, tu sais comment nous fonctionnons. Je vais faire dérouler les slides et puis tu me dis quand est-ce qu'il faut changer tout ça. Je rappelle à nos intervenants que nous avons 60-65 minutes sur ce webinaire. Je vous invite à essayer de respecter ce temps-là. Allez, merci. Christophe, c'est à toi. Merci Laurent, merci aux participants. Alors notre sujet, comme les années précédentes, concerne la thématique de la corruption dans un contexte international. Et en fait, l'idée, c'est aussi d'avoir une approche un peu plus globale, surtout parce qu'en fait, quand on est une entreprise, bien sûr, il y a la réglementation, mais finalement, c'est comment nos entreprises continuent à faire des affaires dans ce cadre, dans ces réglementations. Et il y a un sujet qui est plus que d'actualité, qui concerne donc les sanctions économiques et financières. Et donc, c'est un sujet qu'on va aussi aborder parce qu'on va voir que c'est vraiment en lien aussi avec la thématique de la corruption.
Et donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, à la fois, on va voir la partie législative et réglementaire sur la corruption et les sanctions économiques et financières, donc toujours sous l'angle international. Le sujet clé qu'on répète à chaque fois, c'est la partie de l'extraterritorialité. Dès lors qu'on travaille à l'international, l'extraterritorialité est un sujet clé, et donc on aura un angle de compréhension sur ces deux sujets sur l'extraterritorialité. La corruption en tant que telle, on va regarder quels sont les points d'attention, les nouveautés, rapidement. Sanctions économiques et financières, même chose. Et puis après, c'est aussi donner un retour d'expérience sur ce que l'on voit dans notre métier et comment les entreprises abordent ces sujets. C'est toujours intéressant d'avoir la pratique aussi de l'application de ces réglementations. Donc voilà le programme. Aussi, il y a beaucoup, j'ai toujours tendance à faire beaucoup de slides, beaucoup de contenu. L'idée, c'est pas de tout passer en revue forcément dans ce webinaire, mais c'est en même temps de vous laisser un support et d'avoir le temps a posteriori aussi de pouvoir relire et d'avoir un support que vous conservez. Donc voilà le programme. Laurent, on peut commencer du coup. Donc le point que je trouve important, c'est qu'on a tendance, surtout dans nos métiers, nous, avocats, juristes, de considérer les réglementations en silo, c'est-à-dire la corruption, le blanchiment, le financement du terrorisme et les sanctions économiques et financières. Sauf que d'un point de vue pratique, en fait, tout ça est complètement combiné. Et c'est pas moi qui le dis ici, c'est simplement la Banque mondiale, en fait, qui elle-même le souligne en disant que ces sujets sont connexes, notamment la corruption, le blanchiment. En fait, forcément, le résultat d'activités frauduleuses en fait, vont alimenter la corruption. Mais également le résultat des produits de la corruption, donc une fois qu'ils sont, on va essayer de les blanchir de nouveau. Tout ça, ça va aider à financer le terrorisme. Et un élément souvent qu'on oublie, c'est que les sanctions économiques et financières, elles encouragent aussi paradoxalement la corruption. C'est-à-dire plus on met en place des sanctions à l'encontre d'un pays ou à l'encontre de personnes ou d'entités, plus forcément on met une barrière, plus il y a une volonté de contournement de cette barrière. Et donc ça alimente aussi la corruption. Et donc on voit que ce phénomène, c'est un phénomène global. Et quand on est on va dire comme nous, en conseil, on ne peut pas considérer chaque sujet de manière séparée. Et les éléments de conformité, de mise en conformité d'une entreprise, forcément, on a des éléments communs dans un programme de conformité. Et c'est là que c'est intéressant. C'est comment on arrive à avoir un effet de levier sur la conformité sur un sujet qui va aider un autre. Et c'est ça la thématique qu'on va aborder. C'est pour ça qu'on aborde ces deux thématiques aujourd'hui. Donc, on peut continuer, Laurent. Donc, un par un, juste pour aller très vite et recontextualiser. Donc, la définition ici de la corruption, on va pas le lire en tant que tel, mais ce qui est important, c'est de voir que la corruption, au-delà des programmes de conformité, en fait, c'est un délit pénal. Et c'est aussi ça derrière la mise en place de programmes de conformité. Au-delà, il y a quand même toujours en fait une infraction pénale qui est derrière la corruption. Ça, c'est un élément aussi à avoir toujours à l'esprit dans le programme de conformité. On ne met pas en place un programme de conformité pour mettre en place un programme de conformité, c'est surtout parce qu'il y a aussi des sanctions qui relèvent du pénal. Donc là, on a la définition de la corruption. On a ensuite la définition du blanchiment. Le blanchiment qui est parfois moins bien appréhendé que le sujet de la corruption. La corruption, c'est facile entre guillemets à comprendre. Le blanchiment, en fait, c'est le résultat en fait, d'activités illicites. Et en fait, on a besoin de réintroduire finalement les fonds ou les ressources qui proviennent d'activités illicites. Et il y a trois phénomènes qui succèdent. Ce qu'on appelle le prélavage, enfin placement, prélavage, empilage, lavage, intégration, essorage.
c'est vraiment le mécanisme, c'est-à-dire que ce qui provient d'une infraction, on essaye de le réintroduire dans un système légal, entre guillemets. Ensuite, on essaye de brouiller les pistes, et c'est là où on a le lavage. En fait, on essaye de faire une succession d'opérations, etc., pour rendre cet argent qui était illicite de nouveau, on va dire, dans les mécanismes classiques. Et puis après, en fait, on le réintroduit définitivement dans une activité légale. Ça, c'est donc l'opération de blanchiment qui est parfois moins appréhendée. On a une idée plus générale. Ensuite, le financement du terrorisme, ici, c'est le résultat finalement de ces fonds qui résultent de la corruption ou du blanchiment, en fait, servent à financer une activité terroriste. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le délit, c'est peu importe que l'acte de terrorisme à la fin soit réalisé, mais c'est le fait d'avoir participé à ce financement. D'où l'importance pour les entreprises, justement, de connaître les transactions pour ne pas participer, ou en tout cas ne pas faire les autruches, pour ne pas voir, en fait, que l'on finance des activités de terrorisme. Donc ça, c'est le troisième pilier. Et le dernier pilier, donc les sanctions économiques et financières, où là, on en entend beaucoup parler forcément en ce moment avec le sujet de la Russie. Et là, c'est la politique étrangère des pays qui, finalement, limite certaines activités économiques. Et comme je le disais en préambule, en fait, ces activités économiques, dès lors qu'elles limitent certaines choses qu'il est possible de faire à certains pays, certaines personnes, certaines entités, eh bien, nécessairement, ça alimente tout ce qui est corruption, blanchiment, et du coup, indirectement, aussi financement du terrorisme. Et c'est pour ça qu'on voit que tout ça est imbriqué. Donc là, on a vu rapidement pardon, les définitions. Vous verrez sur la présentation, on a les petites pièces du puzzle en haut à gauche qui indiquent si on parle du sujet corruption ou du sujet sanctions économiques et financières. Donc ça, c'est l'élément de repère que je vous donne. Au niveau donc, de la corruption, c'est toujours bien de recontextualiser en fait d'où viennent les réglementations en la matière. Les Américains avaient innové en la matière où dès 1977, ils ont mis en place le FCPA et ça a été vraiment en la matière le point de départ. En fait, les Américains se sont rendus compte en mettant en place cette réglementation qu'ils étaient bien seuls finalement à lutter contre la corruption et que s'ils sont les seuls dans le monde à lutter contre la corruption, et ben en fait tout ce qui se passe autour continue à dysfonctionner et c'est pour ça qu'il y a eu un gros travail de lobbying des États-Unis pour qu'au niveau des conventions internationales, en fait tous les pays se mettent au même niveau. Donc c'est pour ça qu'on a la convention OCDE 97, la convention de Mérida de l'ONU, avec, je ne rentre pas dans le détail de ce qu'elles ont apporté, mais en tous les cas, elles ont donné un cadre auquel ont adhéré beaucoup de pays du coup dans le monde, y compris la France, qui avait adhéré à ces conventions. Néanmoins, on voit qu'il y a eu un temps de retard pour la mise en œuvre, et le premier pays européen à avoir mis en place une réglementation anticorruption, c'était donc la Grande-Bretagne en 2010, et la France a attendu donc 2016. Et puis après, on a eu les autres pays, et on va le voir tout à l'heure, qui ont en fait se sont mis aussi à la page d'une normalisation en la matière, parce qu'elles commençaient à être au banc finalement de pays avec lesquels on pouvait commercer. Et donc cette évolution en fait traduit une maturité en la matière. On peut passer au slide suivant. Voilà. Donc, la version française, donc la loi Sapin 2, je ne reviens pas dans le détail des 8 piliers qui sont finalement les éléments que les entreprises soumises à Sapin 2, à savoir les entreprises de plus de 500 personnes et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, doivent obligatoirement mettre en place. Mais ce qui est aussi intéressant à noter au-delà de ces 8 piliers,
c'est l'environnement qui s'est mis en œuvre. On a dès 2013, alors ce n'est pas la loi Sapin 2, mais le PNF qui a été mis en place, donc le parquet national financier. La loi de 2016 a mis en place donc, l'AFA. On ne va pas rentrer non plus dans le détail de ce qu'est l'AFA, qui a un rôle de conseil et de contrôle, justement, sur la mise en place des programmes anticorruption. Et aussi, on a eu la création de la commission des sanctions, en fait, qui, elle, peut, si les programmes ne sont pas mis en place ou s'il y a des carences, infliger des amendes ou mettre en place des injonctions. La loi de 2016 aussi a, au niveau du sujet réglementaire, a mis en place la convention judiciaire d'intérêt public, qui est la justice négociée, où en fait ça permet à une entreprise finalement d'arriver à un accord avec les autorités de poursuite plutôt que justement d'aller au bout d'une poursuite et d'aller finalement attendre la sanction. Donc voilà l'environnement de la loi Sapin 2 2016 et on a eu des évolutions, on va en parler tout à l'heure encore avec des évolutions récentes. Mais voilà la place du coup française en matière d'anticorruption. Au niveau des sanctions économiques et financières. Alors, je passe sur l'autre volet. Donc, on a vu cet aspect réglementaire français. Au niveau des sanctions économiques et financières, le mode réglementaire est un peu différent. Déjà, on avait l'ONU en tant que telle qui a mis en place, avec des votes au Conseil donc de sécurité, des sanctions à l'encontre de menaces, mais généralement des menaces qui touchent les fondamentaux en fait de la vie internationale des États. Et donc, quand une décision est prise au niveau de l'ONU, ensuite, elle n'est pas directement applicable. Chacun des États membres ensuite va devoir la retranscrire en fait dans ses propres sanctions. Et la sanction internationale, on voit, elle intervient au plus haut niveau. Au niveau de la corruption, c'est vraiment chaque État. Et il y a eu un travail de lobbying des États-Unis pour finalement, petit à petit, on arrive à des conventions internationales et que chaque pays ensuite intègre à sa propre réglementation. Là, on est sur la sanction économique et financière, c'est directement l'ONU, et ensuite on décline tout ça. Au niveau européen, c'est la même chose. On a eu le traité de Lisbonne en 2007 qui a mis en place ce qu'on pourrait appeler la politique étrangère européenne, et c'est sur cette base-là que l'Europe et ensuite la France a commencé à mettre en place un système de sanctions pour être en ligne avec la politique étrangère, donc européenne et ensuite française, pour sanctionner des comportements de pays ou d'entités dans ces pays ou de personnes dans ces pays qui pourraient constituer une menace par rapport à ce qu'un pays considère comme fondamental dans le fonctionnement. Menace justement qui peut toucher le terrorisme, qui peut toucher l'enrichissement nucléaire, ce qu'on a connu avec l'Iran. Voilà, donc ça c'est la partie européenne. Et les États-Unis, en fait, ont une longue histoire en la matière. Alors là, j'ai mis la date de 1977, où en fait on a eu le président américain a une autorité pour mettre en place directement des sanctions. Donc ça c'est un tournant très fort justement sur la rapidité de la mise en place de sanctions économiques et financières. C'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis sont entre guillemets très connus, puisqu'en fait le président annonce quelque chose et le lendemain, en fait, on va avoir des sanctions qui vont s'appliquer. Et il faut savoir que les États-Unis ont une histoire depuis le commencement des États-Unis. En fait, les États-Unis ont mis en place des sanctions économiques et financières. Au départ, c'était contre les Britanniques. Donc, à la base de la Constitution des États-Unis, en fait, on avait déjà ce principe de sanctions. Et après, aux États-Unis, donc, on a différentes agences qui appliquent tout ça, dont notamment l'OFAC. Voilà au niveau de la constitution de ces sanctions économiques et financières. Ensuite, donc là, on a balayé corruption, sanctions économiques et financières. Un sujet clé en la matière, c'est l'extraterritorialité.
On en entend beaucoup parler, mais finalement, il faut revenir aussi aux fondamentaux. Là, on est vraiment sur la partie structurante de l'intervention. L'extraterritorialité, c'est ce qui permet à un pays, en fait, d'avoir on va dire au sens large, des normes juridiques qui s'appliquent au-delà de son propre territoire. Et c'est là où, justement, quand une entreprise travaille à l'international, il y a une part d'incertitude, parce que finalement, elle va souvent connaître la réglementation, en fait, du pays dans lequel elle est. Éventuellement, elle va considérer le pays dans lequel elle va faire une opération, mais l'extraterritorialité, on pourrait avoir un tiers intervenant qui va estimer aussi qu'il a un droit de poursuite pour une raison finalement autre. Et c'est ça qui rend le sujet international très, enfin, moi je trouve ça intéressant, mais en même temps, c'est un vrai challenge pour les entreprises parce qu'on voit la complexité, la réglementation nationale ou LPI, par exemple la réglementation dans laquelle l'entreprise va avoir ses opérations, et puis au-dessus de tout ça, on peut avoir encore des tiers qui s'invitent à la table en imposant éventuellement des sanctions supplémentaires. Et c'est ça l'extraterritorialité. Alors, on peut passer au slide suivant. En matière de corruption, on le voit ici, on a plusieurs réglementations, ici ce ne sont que des exemples, avec des volets que l'on pourrait considérer comme avec des effets extraterritoriaux. C'est-à-dire que ces réglementations vont avoir d'une manière ou d'une autre un droit de regard sur des opérations qui ne se passent pas sur leur territoire. Et ça, c'est justement ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est ce qui rend les opérations internationales plus complexes, puisque finalement, on a un tiers qui s'invite à la table d'éventuelles poursuites. Je vous donne juste un exemple sur la réglementation, par exemple, chinoise en la matière. Les juridictions donc, chinoises ont une compétence juridictionnelle si il y a une intention de corruption qui se passe à l'étranger, mais qu'au final, elle toucherait le territoire chinois. Donc ça veut dire qu'une entité étrangère pourrait se retrouver poursuivie par les autorités chinoises parce qu'il y a simplement l'intention à un moment et un effet qui va concerner le territoire chinois. C'est une forme d'extraterritorialité, puisque finalement, le droit de regard des autorités peut être assez étendu. Et c'est ça le concept en matière de corruption, du coup, des lois extraterritoriales. Et donc, il y en a bien d'autres qui fonctionnent un peu sur ce même modèle, mais chaque réglementation a ses propres critères d'incrimination, et c'est là qu'il est important de les connaître pour justement identifier quel peut être le risque en fait, des opérations d'une entreprise ou d'un groupe à l'international. On peut passer au slide suivant. Au niveau des lois anticorruption dans le monde, donc ici c'est un peu plus exhaustif, on va dire, puisque c'est une liste par zone géographique. Et ce qui apparaît en couleurs différentes, c'est par rapport notamment à l'année dernière, de nouvelles réglementations anticorruption qui sont apparues. Donc on voit en fait le phénomène de croissance des lois anticorruption ne s'arrête pas. Et si on prend le sujet du Kenya, en fait, le Kenya qui a mis en place donc sa nouvelle réglementation, a mis en place une réglementation anticorruption. En fait, c'est dû à la pression internationale. Le Kenya ayant un classement Transparency International donc très mauvais, en tout cas qui est à 128 sur 180, s'est senti obligé justement pour continuer à être dans les pays finalement avec lesquels on peut commercer. S'est senti obligé de mettre en place sa propre réglementation. Et ça, c'est vraiment un phénomène que l'on voit. Et au-delà du fait que chaque pays, déjà, on a beaucoup de pays qui ont déjà des réglementations anticorruption, et bien finalement, le phénomène ne fait que se renforcer. C'est-à-dire que même les réglementations qui sont déjà existantes, au fil de l'eau, se renforcent
parce que c'est un standard pour être capable de travailler à l'international. Au bout d'un moment, un pays qui ne rentre pas dans ces standards-là aura du mal parce que les banques vont avoir des doutes sur les opérations qui sont menées dans ces pays. Les actionnaires ou les administrateurs vont avoir des doutes sur le fait de faire des opérations avec ces pays, etc., etc. Donc on voit que c'est un phénomène qui ne va pas s'arrêter, qui ne fait que croître, et c'est cet environnement qui amène à davantage de lois anticorruption et des lois anticorruption qui elles-mêmes évoluent régulièrement pour monter, je dirais, en qualité et en niveau. On peut passer au slide suivant. Sur ces lois, du coup, en fait, dans le domaine de la corruption, je vous ai donné ici, finalement, certains critères en matière de corruption qui peuvent faire qu'une réglementation peut s'appliquer, en fait, et peut s'appliquer notamment avec un effet extraterritorial. Donc, ce n'est pas exhaustif, mais ça montre l'étendue, en fait, de ce qui peut être pris en compte dans chacune des réglementations. Comme je disais, on va prendre en compte les critères d'incrimination. Et ben, dans les critères d'incrimination de chacune de ces réglementations, on va avoir différents aspects, dont notamment, et ça c'est le sujet qui est le plus connu, on va dire, en tous les cas, ou qui fait le plus peur dans la réglementation américaine, on va descendre au bas de la liste, c'est l'utilisation de la devise américaine ou d'un serveur situé aux États-Unis. Donc ça, c'est un élément, justement, qui montre l'extraterritorialité. Le principe, c'est j'utilise le dollar, ou si un mail transite sur un serveur américain, à ce moment-là, ça peut être un élément de rattachement. En ayant une nuance, néanmoins, et c'est là où en fait on ne peut pas avoir des choses trop binaires, en fait il y a une décision de la Cour suprême aux États-Unis, que j'ai citée ici, qui elle est plus nuancée sur cette application extraterritoriale. En gros, où il faut avoir quand même connaissance et qu'il y ait un rattachement plus fort avec le territoire américain au niveau de la corruption. C'est-à-dire c'est pas parce que ça passe uniquement par un serveur américain, par exemple un mail passe par un serveur américain qui aurait automatiquement en fait extraterritorialité. Il faut quand même que l'effet de la corruption se passe quand même sur le territoire américain. Ça, c'est ce qu'a dit la Cour suprême. Mais ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que le Department of Justice, donc ce qu'on appelle le DOJ, en fait, lui, a une approche plus extensive de l'extraterritorialité. Et comme il a une approche, en fait, il va pouvoir engager malgré tout des poursuites avec des éléments qui seront moins, qui seront moins avec un rattachement avec le territoire américain. Je ne sais pas si ça fonctionne, je vois qu'il y a une coupure. Laurent, je ne sais pas si on m'entend, j'ai vu qu'il y avait une coupure d'écran. Non, c'est bon, Christophe, on t'entend bien. Christophe, c'est bon, Ok, on ça t'entend marche. bien. Ok, parfait. On t'entend bien. Merci beaucoup. Donc oui, les autorités de poursuite, en fait, ont une vision beaucoup plus extensive de l'extraterritorialité que la Cour suprême, en fait, elle-même a pu le trancher. Et comme on sait que dans l'approche américaine, la sanction est parfois négociée, en fait, les autorités de poursuite sont quand même, et donc le département de justice fait un peu la loi à sa manière, avec son approche extensive, puisqu'une entreprise qui se retrouve poursuivie va vouloir rentrer dans le cadre d'un accord, et donc l'approche extensive de l'extraterritorialité va s'appliquer de fait, quand bien même la Cour suprême ne l'applique pas. Voilà, c'est un point, on va dire, particulier, mais c'est vrai que ces réglementations américaines souvent font peur, et c'est pour ça que j'ai voulu le souligner ici. On va passer au point suivant.
là, on va faire très vite, on ne va pas s'attarder. C'est notamment le principe, normalement, qu'il n'y a pas deux fois de même poursuite pour les mêmes faits en droit pénal. Ça, c'est un principe. Mais au niveau international, c'était très embryonnaire. C'est-à-dire qu'on pouvait être poursuivi deux fois pour les mêmes faits. Et le reste, je vous laisserai le lire. C'est notamment si on met en place un accord avec le Department of Justice, on ne pourrait pas se défendre avec dans un autre pays, on ne pourrait pas se défendre avec des engagements qu'on a pris qui seraient contraires aux engagements qu'on a pris avec le Department of Justice aux États-Unis. Donc là, on a un effet où, encore une fois, quand on travaille à l'international, il faut vraiment prendre en compte la globalité et pas se dire je passe un accord aux États-Unis et puis finalement je me défendrai autrement en France. Non, en fait, l'accord que j'ai aux États-Unis va avoir un effet sur ce que je fais en France. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu de l'application internationale des lois anticorruption. On peut passer au point suivant. Ce point, justement, montre une évolution par rapport justement à notre environnement français dans le contexte international. Le PNF donc, a publié des lignes directrices et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que justement le PNF, en fait, dans ses lignes directrices, met en avant la coordination nécessaire avec les autorités de poursuite étrangères. Donc on voit que la tendance à harmoniser, ou en tout cas les autorités de poursuite s'entendent, c'est vraiment la tendance que l'on a. Alors ce n'est pas une réglementation, ce ne sont que des lignes directrices, c'est lié à la pratique du parquet, mais néanmoins, c'est une tendance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre approche d'entreprise, il est extrêmement important de considérer toutes vos activités au niveau du groupe, de considérer les différentes réglementations, de considérer les différentes autorités de poursuite pour avoir cette vision globale et ne pas être en silo en se disant je suis en France, je fais sapin 2 et c'est bon. Non, je dois prendre en compte la globalité et le sens de ces lignes directrices du PNF montre qu'il y a une approche qui va être de plus en plus globale. Voilà. Le reste, vous pourrez le lire, c'est plutôt le contenu. Là, c'est sur un élément pratique d'application sur l'affaire Bolloré. Donc, on a la convention judiciaire d'intérêt public, donc, qui est sortie avec la loi Sapin 2. Et donc, dans le cas d'une affaire Bolloré, de corruption, etc., une convention judiciaire d'intérêt public avait été mise en place. Et en même temps, il y a eu une reconnaissance de culpabilité pour les personnes physiques, pour les dirigeants. Et la Cour d'appel de Paris, autant elle a reconnu et validé la Convention judiciaire d'intérêt public, mais néanmoins, elle n'a pas accepté la reconnaissance de culpabilité de la personne physique et elle a souhaité que les dirigeants puissent eux-mêmes continuer à être poursuivis et ne puissent pas s'exonérer d'une certaine manière de leurs responsabilités. Et donc, cette reconnaissance de culpabilité, finalement, a été retoquée. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une vraie distinction entre l'entreprise et les dirigeants. Et en matière de corruption, même si on a la Convention judiciaire d'intérêt public, qui est donc la justice négociée, on le voit, et même le PNF souhaite faire la distinction avec le dirigeant. Donc ça aussi, en termes d'évaluation de risque, c'est un élément à intégrer, de distinguer l'entreprise du dirigeant. On va passer au point suivant. Et là, c'est aussi tiré de notre pratique. En fait, on a parfois des clients qui ne sont pas soumis directement à la loi Sapin 2 et donc aux lois anticorruption. Mais néanmoins, justement, l'antériorité de la loi Sapin 2 fait que maintenant, on a de plus en plus d'engagements contractuels qui traduisent les engagements de l'entreprise qui elle-même est soumise à la loi Sapin 2 auprès de leurs fournisseurs. Et donc, même une entreprise plus petite qui n'est pas soumise à la loi Sapin 2, même si, bien sûr, en fait, la corruption est en tant que telle un délit et elle doit le respecter, néanmoins, les engagements contractuels qu'on lui demande se rapprochent
des 8 piliers, finalement, de l'entreprise qui est soumise. Et donc, on voit, entre guillemets, le ruissellement de conformité qui s'applique à l'ensemble des entreprises dans la pratique. Et ça, c'est vraiment ce qu'on note de plus en plus, ce ruissellement qui arrive vraiment sur des entreprises qui, au départ, ne sont pas soumises à la loi Sapin 2 et qui, de fait, sont obligées de s'y mettre. Dernier point sur la corruption. La loi Wasserman qui montre que justement on ne s'arrête pas, c'est-à-dire la loi Sapin 2 date de 2016 et là on a eu des évolutions avec la loi Wasserman de 2022 qui a finalement, cette loi a clarifié certains points, amélioré certains points, notamment sur le lanceur d'alerte, les conditions de signalement, la protection du lanceur d'alerte, le fait qu'on l'aide financièrement justement et qu'il ne se retrouve pas acculé à ne pas pouvoir se défendre, etc. Donc ça aussi, c'est un point intéressant dans les nouveautés qui montre qu'en fait, la conformité anticorruption en France ne s'est pas arrêtée en 2016 et elle continue. Et on a même des décisions récentes de février 2023 qui ont reconnu justement l'accès au référé prud'homal pour demander immédiatement la réintégration en urgence d'un lanceur d'alerte qui aurait été licencié. Donc on voit, on a un maillage qui est en train de se passer suite à la loi Sapin 2, avec de nouvelles lois qui complètent et avec des décisions maintenant qui complètent également cette loi Sapin 2. On passe au dernier volet. Donc sur les sanctions économiques et financières, on a vu les deux s'auto-alimentent. Je mets en place des sanctions économiques et financières, ça dope la corruption. Et donc les sanctions économiques et financières en tant que telles qui freinent le business ou peuvent le freiner en tous les cas, mais pour des bonnes raisons, bien entendu, puisque c'est pour éviter que des pays prennent des libertés avec, on va dire, les fondamentaux de la communauté internationale. Donc c'est pour ça qu'on a des sanctions économiques et financières. On peut passer d'ailleurs au slide suivant. Les raisons de ces sanctions économiques et financières, c'est une bonne raison pour les États. C'est une menace pour la sécurité, un mauvais traitement des citoyens, une violation des règles internationales. Et ça, c'est ce qui justifie la mise en place de ces sanctions économiques. C'est ce qu'on a vu avec la Russie, justement, où ce sont des menaces, en fait, pour la communauté internationale. Donc ça, c'est le fondement. Ensuite, ces réglementations, on peut passer au slide suivant, elles s'appliquent de différentes manières. Et là, ce sont les rouages que l'on voit dans les sanctions économiques et financières, où on a des gels des avoirs, on a des embargos, donc en fait, ou des activités économiques qui vont être interdites. On a des produits qui ne pourront plus franchir les frontières, c'est ce qu'on appelle plutôt l'export control. On contrôle nos exportations. Et puis, on a donc des domaines d'activité, en fait, qui deviennent interdits, en disant, là, maintenant, ce domaine-là, on ne peut plus travailler dans ce secteur d'activité avec ce pays ou avec ces groupes. Ça, c'est la déclinaison, on va dire, des sanctions économiques et financières d'un point de vue plus pratique. Et ça, on va le retrouver dans toutes les typologies de sanctions économiques et financières en fonction des différents pays, pas seulement la Russie, mais l'Iran, etc. On peut passer au slide suivant. On a en la matière aussi de l'extraterritorialité. Et c'est là où, en fait, on rejoint notre sujet corruption, où on a vu, il y a un volet extraterritorial, et en la matière, en fait, on a exactement la même chose. Les Américains, vous en avez probablement entendu parler, en fait, au départ, visent leurs ressortissants, les US personnes. Mais la réglementation américaine vise aussi ce qu'on appelle les non-US personnes, c'est-à-dire les non-américains. Alors, je ne rentre pas dans le détail de la définition de ce qu'est une non-US personne, mais en fait, on peut avoir donc un ressortissant européen qui pourrait être directement visé au regard des réglementations américaines. Et c'est là où on a justement cette approche très extraterritoriale et qui effraie les entreprises, à juste titre, parce qu'on a des effets sous-jacents, finalement, de la réglementation américaine qui pourraient rejaillir sur nous et sur nos activités, y compris en Europe. Donc ça, c'est l'approche américaine. Et en Europe, on n'a pas des sanctions véritablement extraterritoriales, mais justement, on a tendance quand même à élargir.
Pourquoi? Parce que justement, les Américains nous reprochent, nous, Européens, en disant finalement, c'est un peu la ligne Maginot, vos sanctions, c'est-à-dire ça concerne que le petit microcosme européen, alors qu'en fait, on a des enjeux beaucoup plus grands. Il faut peut-être aller voir au-delà de simplement vos ressortissants. Et donc, il y a une tendance au niveau européen à essayer d'élargir justement les sanctions. Donc là, j'ai mis ici les différents critères de base qui s'appliquent. Mais donc ça, ce sont les critères d'incrimination possibles qui vont faire que, en fait, on a une portée juridictionnelle des sanctions européennes qui vont sortir strictement de l'Europe. Exemple, je donne juste un exemple rapide. Je suis une entreprise brésilienne, donc vous avez dans votre groupe une entreprise brésilienne, le dirigeant est européen, le dirigeant européen qui prend les décisions pour la société brésilienne, en fait, exporte entre guillemets la sanction économique et financière européenne sur les activités au Brésil. Donc ça, c'est une forme d'extraterritorialité aussi qui s'applique justement quand on a un groupe international en matière de sanctions économiques et financières. On peut passer au slide suivant. Ici, justement, c'est un focus sur les sanctions économiques et financières russes. Alors, ici, on ne va pas les passer en revue. Je les ai indiqués pour vous donner un panorama concentré, justement, de l'évolution des sanctions contre la Russie. Donc ça, vous pourrez les revoir après. On va passer au slide suivant. Les dernières qui sont apparues, celles de février, il y a un point sur lequel je vais juste le souligner, c'est l'interdiction de transit par la Russie de biens et technologies à double usage exportés depuis l'UE. Les biens à double usage, c'est probablement ce qui est le plus pernicieux, puisque ça veut dire que tout produit qui peut être utilisé d'un point de vue civil, mais aussi qui pourrait avoir un usage militaire, donc il y a beaucoup de produits, en fait, eux commencent à être visés par ces réglementations. Et donc, ça veut dire que dans vos activités, quand vous êtes une entreprise internationale, c'est là, en tous les cas, sauf si vous êtes visé, bien sûr, par les autres sujets spécifiques qui ont été traités avant, c'est là où il y a un point d'attention à avoir. Et je vous ai mis le lien si vous voulez aller voir plus en détail cette réglementation. On peut passer au slide suivant. La même chose a été faite donc, pour les États-Unis. Donc, vous pourrez comparer finalement les sanctions européennes, américaines avec les salves de sanctions. Donc ça, c'est pour vous. Vous pourrez les consulter a posteriori. Et après, pour terminer, j'ai fait juste un comparatif justement sur l'application d'un point de vue très pratique d'une typologie de sanctions sur les biens dits de luxe, où en fait, à la fois les Européens et les Américains ont mis en place une sanction à l'égard de la Russie. Un exemple, les Européens ont fixé un seuil d'une valeur par unité qui est de 300 €. Aux États-Unis, on n'a pas ça, sauf uniquement sur certains produits. Et donc, on a deux approches similaires, l'esprit est le même, mais ici, on voit qu'on a des modalités d'application qui sont quand même différentes. Et quand on est une entreprise internationale, ici, c'est l'exemple des produits de luxe, mais c'est pareil sur tous les sujets. Et d'où l'intérêt, justement, de comprendre le fonctionnement des deux réglementations, par exemple, Europe, États-Unis, notamment avec l'effet extraterritorial, puisque finalement, on peut se retrouver incriminé par une réglementation, par exemple, américaine, quand bien même on n'est pas directement sur le territoire américain. Voilà, j'en ai terminé par l'intervention. Elle est un peu longue, il y a beaucoup de sujets, mais vous pourrez les revoir, et c'est l'intérêt d'avoir le support détaillé où vous pourrez replonger sur les thématiques. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Christophe. En effet, on a largement dépassé le temps imparti, mais vous l'avez compris, c'est important qu'il y ait ce rappel des lois, des cas concrets, évidemment les sanctions. Et puis on a vu également des impacts sur les... Ton micro est toujours ouvert, Christophe. On a vu des impacts également sur les dirigeants, leur lieu de naissance, lieu de résidence et l'impact que ça peut avoir sur la partie extraterritorialité. Christophe, tu as quelques questions dans le chat, si tu peux peut-être y répondre, ou sinon, comme je vous disais, on verra les réponses un peu plus tard. Clément. Alors Clément, Nathalie, il va nous rester à peu près, je suis sympa, il va rester à peu près une vingtaine de minutes. Donc Clément, est-ce que tu peux partager
les retours d'expérience que tu vois sur ce thème-là chez les clients Altares. Clément, je te laisse la main et tu me indiques pour passer les slides. Très bien. On va pouvoir commencer avec le premier slide. En fait, après tout, toutes ces précisions apportées par Christophe, je voulais rappeler à peu près ce qu'on peut voir, nous, chez nos clients, et surtout de voir cette manière dont toutes ces contraintes légales vont se rejoindre, justement, supprimer un peu cette histoire de silo qui expliquait Christophe, hein, combiner les enjeux, les problématiques, les sources légales pour chercher à répondre à ces enjeux, à faire tout simplement une mise en conformité. Et on se rend compte que l'augmentation de ces contraintes réglementaires deviennent surtout des contraintes organisationnelles pour les entreprises. Ça vient tout simplement de deux faits. On a les réglementations qui augmentent depuis quelques années, qui se diffusent à travers le monde, et en même temps, on a tous les enjeux qui sont propres à la digitalisation ou à la transformation des entreprises qui vont chercher à rationaliser toutes les procédures qui vont être liées à ces enjeux initialement juridiques. Je te laisse, super, merci beaucoup. En fait, ce qui va se passer pour beaucoup d'entreprises avec lesquelles on peut traiter, c'est un schéma assez typique. On va avoir une société mère qui va être située en France, assujettée aux lois françaises, mais qui, bien sûr, aura tout un volet international avec plusieurs filiales dans des pays étrangers qui va contraindre l'entreprise, soit en local, soit pour l'ensemble du groupe, à des contraintes locales. Et tout l'aspect transactionnel qui va venir apporter des contraintes, par exemple parce que l'entreprise va traiter en dollars. Cette organisation va apporter des risques. Je te laisse passer à la diapo suivante, Laurent. En fait, ces risques vont être multiples. On va avoir dans un premier temps une responsabilité du groupe. C'est le cas avec la loi du 9 décembre 2016, la loi Sapin 2. Le groupe va être responsable pour ses filiales. Sauf que ces filiales, en raison de leur activité, de là où elles sont situées, vont apporter des nouvelles spécificités locales qui va remonter et devoir être pris en compte par le groupe. Le problème, c'est que sur les sujets, l'organisation de la conformité, l'organisation juridique, on a très souvent une forte centralisation de ces équipes. Elles vont être situées plus souvent au siège. Il va y avoir la nécessité, de descendre les problématiques, les procédures liées à la réglementation tout simplement issues du siège en raison tout simplement de là où il est situé, mais aussi de remonter ce qui vient des filiales pour également les prendre en compte. Et là, ça va poser plusieurs soucis. On va avoir les problèmes de relations principal-agent, la théorie de l'agence qu'on va au final fortement retrouver avec le risque d'asymétrie d'information, le risque d'aléa moral au fur et à mesure qu'on aura des maillons dans la chaîne. Et on va retrouver également sur la mise en place de nouveaux processus les biais cognitifs qu'on trouve très souvent dans la transformation, des biais de statu quo, d'ancrage ou la peur de l'inconnu qui va complexifier cette façon de rediffuser de nouvelles contraintes au fil de l'organisation de l'entreprise. On va retrouver tout simplement tous ces enjeux sur un schéma très typique qui est celui de la mise en conformité des entreprises. On va souvent retrouver la même façon de procéder, cette recherche de la culture conformité qui va partir des instances dirigeantes avec leur devoir d'exemplarité qui va reposer sur des relais qui vont être réellement nécessaires dès qu'on aura cet aspect international de devoir redescendre des informations vers les filiales, vers l'étranger, où ces relais vont réellement être des porte-paroles de la conformité, l'objectif étant évidemment de mettre en place des procédures pour maîtriser les risques, des procédures également de sensibilisation, tout simplement pour former le personnel et tout simplement insuffler cette culture de la conformité, mais qui va nécessiter un équipement opérationnel. Alors, si on passe à la slide suivante, on se rend compte que ce schéma très typique de mise en conformité va être très nettement influencé par ces soucis d'extraterritorialité. On va parfois avoir les législations qui vont se rejoindre, donc qui ne vont pas tant changer la façon de procéder, ne vont pas tant changer les process. Au final, les lois anticorruption américaines ou françaises partagent énormément de points communs. Là où les choses vont se complexifier, c'est quand on va avoir le droit national, le droit français en l'occurrence, qui va être moins accommodant que le droit international. Ce qui va poser des problèmes, c'est que dès qu'on va aller chercher dans d'autres pays plus d'informations pour couvrir les risques, cette information ne sera pas forcément toujours disponible. Ça va créer des difficultés de mettre en place des procédures.
ou dans le cas inverse, le droit international qui sera plus intransigeant sur ces thématiques-là. Il va falloir modifier en conséquence les process. Et tout simplement, si on reprend le schéma que je vous ai présenté juste avant, en fait, les impacts vont avoir lieu tout au long de la chaîne. Les instances dirigeantes vont devoir prendre en compte aussi l'ensemble des réglementations pour couvrir un maximum le risque. Les relais vont avoir un rôle encore plus important dans le sens où il va falloir réellement avoir une approche à la fois top-down à faire descendre les directives des instances dirigeantes, mais aussi remonter les informations, les spécificités locales tout en haut de l'arbre décisionnel, qu'il va falloir adapter les dispositifs de maîtrise des risques, les procédures pour couvrir l'ensemble des réglementations. On note, surtout avec l'expérience, on se rend compte qu'une grande partie des entreprises, dans leur façon d'élaborer les procédures, restent énormément impactées par les lois américaines, surtout Sarbanes-Oxley, qui a énormément inspiré les entreprises dans la mise en place de ces dispositifs de contrôle tout au sein de leur structure. Mais il va falloir surtout adapter les formations, donner les bonnes formations aux bons opérateurs. Plus l'opérateur sera contraint par une multitude d'enjeux réglementaires, plus il faudra être formé là-dessus pour s'assurer du bon respect de ces procédures. Et là où il va y avoir un gros travail, ça va être sur l'équipement. L'équipement dans le sens où, je vous l'expliquais, on est sur une politique de digitalisation dans les entreprises. La mise en conformité en fait partie, et dans le choix des outils, dans la façon dont ces tâches vont être automatisées dans les SI, il va falloir s'adapter à cette multitude de réglementations, tant sur l'aspect extraterritorial, mais également sur les différentes volets de la conformité. Christophe l'expliquait très bien. Certes, on a l'anticorruption, mais on a également l'anti-blanchiment, les sanctions internationales qu'il faut mêler dans le choix des outils, dans le paramétrage. L'exemple typique, c'est une appréciation des risques. Si on va aller juger le risque payé de chaque transaction, dès qu'on va décloisonner toutes ces réglementations, on ne pourra pas se baser uniquement sur des indicateurs propres à une réglementation. Je pense par exemple à Transparency International pour la corruption. Très souvent, les entreprises vont aussi mêler ça avec les risques de blanchiment en mêlant les pays à risque d'un point de vue corruption avec les pays à risque d'un point de vue blanchiment, avec par exemple les listes du GAFI. Et l'ensemble de ces équipements, de ces procédures, au final, on va se poser la question pour chaque volet, pour chaque type d'action qui va répondre à cette mise en conformité, que ce soit de l'évaluation des tiers ou des contrôles comptables ou encore les politiques cadeaux et invitations. Merci beaucoup Clément, et d'avoir fait court, je te remercie. Merci de cet éclairage. Donc on va passer sur la partie cadeau invitation, et justement on va rester dans cette résonance internationale avec Nathalie. Nathalie, tu connais le principe. Je te laisse la parole, Nathalie. Bon, je vais essayer de faire court, comme d'habitude, on va dire. Non, franchement, tu as une dizaine de minutes, vas-y, prends-le, parce que c'est important aussi d'aborder ce point-là. De toute façon, c'est enregistré, donc on aura les enregistrements qui serviront à tout le monde. Alors, je vais prendre le relais par rapport à ce qu'a dit Clément pour démarrer, parce que pour intervenir beaucoup en formation sur ces enjeux-là, enjeux compliance notamment auprès de la gouvernance, mais aussi en audit de compliance auprès des directions générales et auprès de la gouvernance, on voit bien tous ces sujets et l'ensemble de ces sujets qui posent question, et notamment par le fait que finalement cet empilage et ce millefeuille, il a du mal à être appréhendé. Donc il y a un besoin aussi de vulgarisation et de compréhension. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la gouvernance, et en tout cas au niveau de la direction générale, c'est qu'on va travailler sur des cartographies des risques. Et si dans ces éléments-là, on ne voit pas de cartographie des risques, d'éléments suffisamment structurants ou forts qui remontent bien au bon niveau, eh bien finalement, ces enjeux-là, on ne les verra pas de façon aussi, je dirais, ciblée et aussi stratégique pour l'entreprise. Donc ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Donc, qui fait aussi que finalement, les conseils d'administration et les directions générales ont besoin de formation et d'acculturation par rapport à l'ensemble de ces sujets. Non seulement d'un point de vue risque, mais aussi d'un point de vue opportunité, parce que quelque part derrière, c'est aussi des demandes assez fortes de leurs clients pour pouvoir rentrer dans ces éléments-là, et aussi des investisseurs qui demandent d'avoir une lecture transparente
et d'efficacité sur l'ensemble de ces enjeux. Donc finalement, ce sujet, il est porté très en haut, mais il doit aussi pouvoir être assuré d'être redescendu au bon niveau opérationnel. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir enchaîner sur l'exemple qui a été choisi là, notamment sur cette réglementation cadeaux et invitations, qui elle-même doit être prise en compte finalement, parce que c'est un peu ce qu'on voit comme partie émergée, j'allais dire, de sujets anticorruption. Alors, comment ça s'articule? C'est aussi des réglementations différentes. Il y a une réglementation en France ou nationale dans d'autres pays et également internationale. Donc, ça veut dire que quand une entreprise, elle est non seulement en France, mais aussi implantée à l'étranger, on doit aussi regarder finalement non seulement la réglementation locale des différents pays, mais aussi la réglementation du pays dans lequel l'entreprise exerce, à la fois d'un point de vue siège social, mais aussi dans les différentes entités, filiales dans lesquelles elle agit. Donc ça multiplie finalement le concept, et ça veut dire que notamment dans la cartographie des risques, là je prends ma casquette anticorruption, et quand je fais les audits ISO 37001, qui est l'audit ISO anticorruption, eh bien je regarde finalement qu'est-ce qui se passe au niveau réglementation. Est-ce qu'on a bien pris en compte l'ensemble des réglementations, non seulement celles qui sont en France, mais aussi celles qui sont à l'étranger, pour pouvoir construire la cartographie des risques, et on a bien regardé quelle est la réglementation sur, par exemple, le cadeau invitation. Donc ça, on le voit très clairement, notamment dans l'ISO 37001, mais aussi dans les recommandations de la FA. C'est-à-dire, on ne va pas regarder spécifiquement s'il n'y a que Sapin 2, mais aussi qu'est-ce qu'on va embarquer comme autre réglementation. Donc tout ça va devoir conduire l'entreprise à élaborer donc une politique cadeau-invitation qui est la politique normalement générale du groupe. Mais on voit bien que finalement, on se heurte là finalement à du terrain et à des concepts différents. On voit bien que cette vision cadeau-invitation, elle est complètement différente en fonction des pays et en fonction des appréhensions locales. Donc, on doit quand même établir une politique générale de façon transversale, en tout cas qui est la plus globale possible. Et à l'intérieur de ça, on doit aussi être en capacité d'établir des règles, des procédures, des guides et de la communication. Et là, on voit bien que ça, c'est un sujet qui est un peu plus compliqué pour beaucoup d'entreprises. C'est qu'on peut avoir défini finalement une politique cadeau-invitation, mais la mise en place des règles, elle est souvent assez complexe parce que, eh bien, effectivement, on a des filiales qui sont différentes ou qui opèrent de façon différente. Et là, on se pose beaucoup de questions sur finalement comment est-ce qu'on va opérer, comment est-ce qu'on va traduire ça d'un point de vue local. Et on a besoin, une fois qu'on a établi l'ensemble des procédures, des règles et des guides, peu importe comment on les appelle, mais en tout cas, ça veut dire qu'on a pris en compte ces sujets, on doit absolument former les salariés. Et aussi ne pas oublier d'informer les tiers, c'est-à-dire toutes les sociétés avec lesquelles on est en relation. Bien souvent, on parle de fournisseurs, ça peut être aussi les clients, de savoir quelle est notre politique cadeau-invitation et comment elle s'articule. Et ça, je le vois beaucoup, notamment dans les formations que je fais, là, plutôt dans la sensibilisation des salariés. C'est beaucoup des sujets qui remontent en disant, oui, mais alors finalement, moi, est-ce que j'ai le droit de le faire ou est-ce que je n'ai pas le droit de le faire et comment est-ce que je le fais? Et bien souvent, là, on voit bien qu'il y a des éléments contextuels qui ne sont pas souvent bien pris en compte ou bien appréhendés par les organisations. Donc, tout ça va nous conduire à piloter des autorisations parce qu'on voit bien que si on dépasse un certain cadre, c'est qui autorise et qui n'a pas le droit d'autoriser. Et tout ça va nous conduire à disposer d'un registre. Parce qu'il va bien falloir, à un moment donné, qu'on puisse prouver, en cas d'audit ou en cas de contrôle, la façon dont on opère les sujets et dont on les met en œuvre. Voilà. On peut aller sur le slide suivant. Alors, aussi un rappel de cette diversité réglementaire internationale. Il y a effectivement la France avec la loi Sapin 2 et il y a un guide pratique sur les politiques cadeau-invitation qui est très bien fait. Mais on voit aussi que finalement, ces éléments-là, ils ne sont pas les mêmes en fonction des pays dans lesquels on interagit. Alors là, il y a une illustration qui est avec les États-Unis, le Royaume-Uni et puis l'origine qui vient de l'OCDE. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a d'autres pays et d'autres pays ne fonctionnent pas de la même façon. Donc ça complexifie le sujet, quand bien même ce rappel réglementaire, il est indispensable à faire parce que, ne serait-ce que par un exemple, on va le voir dans le slide suivant, je pense. Voilà, on voit bien que si on prend un exemple en France, comparé aux États-Unis et comparé par exemple en Grande-Bretagne, le fait d'inviter ou le fait d'appréhender une invitation n'est pas la même que ce soit d'un pays par rapport à l'autre. Alors, je rappelle peut-être une règle, une autorisation qui serait autorisée en France par le supérieur hiérarchique, ce qui est assez commun, n'est pas du tout vue de la même façon aux États-Unis et n'est pas appréhendée de la même façon. On considère que c'est pas finalement compliance de le faire
par le supérieur hiérarchique, il faut avoir un tiers, un déontologue, un directeur juridique, enfin quelqu'un qui va pouvoir valider ça. Donc ça complexifie aussi le sujet et ça veut dire que cette appréhension, elle doit être globale pour un groupe qui opère à l'international. On peut aller sur le suivant. Alors, je pense qu'il faut du pratique. Et finalement, du pratique pour être sûr que finalement, on est en conformité. J'aime bien cette règle. Elle s'appelle la règle des 4 R. Donc là, on voit que la première, c'est effectivement de regarder les réglementations dans les pays dans lesquels on opère. Donc, soyons conformes avec la réglementation dans le pays dans lequel on opère. Ben, effectivement, quand on commence par la France sur Sapin 2, mais aussi dans les autres pays avec lesquels on a des filiales ou avec lesquels on interagit. La deuxième règle, c'est d'être raisonnable. On voit bien que finalement, là, on se heurte aussi à ça parce que raisonnable veut dire quoi? Veut dire, par exemple, 100 € en France n'est pas l'équivalent de 100 € au Bangladesh. Vous voyez, ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit intégrer dans une politique cadeau invitation. Ce côté raisonnable, il doit être en rapport avec le niveau de vie dans le pays dans lequel on opère. Ensuite, on a la troisième règle, c'est d'être responsable. Responsable, eh bien, d'être honnête en toute façon et d'être en capacité finalement de valider des autorisations, de savoir finalement qui est en capacité d'autoriser, de valider et d'avoir cette lecture. Et donc le dernier, c'est d'être en capacité d'avoir un registre, d'avoir un enregistrement, une traçabilité des éléments qui nous permettent d'être sûr que l'ensemble de l'organisation agit de façon responsable, raisonnable et surtout en conformité par rapport aux réglementations et à la règle que l'entreprise s'est fixée. Voilà. Ensuite. Alors, de la même façon, pour rappeler finalement qu'est-ce qui est pratique et ce qui est surtout intéressant à faire, c'est 3 éléments clés. L'autorisation des cadeaux et invitations, oui, on voit bien qu'il y a des entreprises qui choisissent une version un peu, j'allais dire, tranchée en disant 0 cadeau, 0 invitation, et en même temps, c'est pas le réglementaire qui dit ça. C'est une politique interne qui est pour faciliter les relations. Mais on voit bien que dans certains pays ou dans certaines façons de faire, ça limite aussi le business. Le but du réglementaire et de la compliance, c'est absolument pas de limiter le business, mais c'est juste d'encadrer les pratiques. Donc là, on voit qu'on va avoir des éléments factuels à mettre en compte, notamment, par exemple, le montant maximal d'un cadeau invitation. Je prends 100 €, je prends toujours mon exemple à 100 €, qui peut, lui, varier en fonction du lieu, de la devise, du niveau de vie du pays. Traduire 100 € dans une économie locale, que ce soit même en Europe ou que ce soit dans d'autres éléments du monde, dans d'autres endroits du monde, on doit aussi le traduire avec une devise et aussi avec le niveau de vie du pays. Ce qui est aussi attendu, c'est la fréquence. Parce que si vous avez un maximum autorisé, ça aussi sur une durée. Donc, on voit bien que si on dit sur un même, client qu'on peut inviter, on peut avoir un maximum, par exemple, de 5 fois dans l'année, 3 fois dans l'année, un maximum, ou alors un maximum en termes de montant. Donc, le moment aussi doit être aussi indiqué. Donc, ça, c'est aussi des exemples qui sont nécessaires de fournir dans les formations et dans les politiques cadeau-invitation. À quel moment on peut autoriser et ne pas autoriser? Ce qui peut être autorisé à Noël comme étant un exemple de bonne relation commerciale avec un cadeau simple et de convivialité ne peut pas être accepté, notamment quand on est en train de négocier de façon un contrat commercial ou qu'on est en appel d'offres. De la même façon, l'identité du bénéficiaire doit être clairement aussi intégrée, identifiée. Et puis la nature raisonnable du cadeau qui est en relation aussi avec le business qu'on est en capacité de faire ou de fournir, quoi. On voit bien que là, on se heurte aussi à des choses. Alors la deuxième étape, c'est aussi d'imposer, d'obtenir on était toujours sur le dernier, d'imposer, d'obtenir en fait une autorisation avant d'accepter. Et là, c'est au-delà d'un certain montant, au-delà d'une certaine fréquence et validé par un dirigeant qui est compétent et qui est réputé comme compétent dans l'entreprise. Et ça pose aussi des limites parce qu'on voit bien qu'on doit réagir de façon très organisée. Donc, ça impose de documenter dans un registre de façon efficace et qui va nous conduire à nos deux derniers slides. Donc, le dernier, c'est effectivement, comme l'a dit Clément, c'est quasiment impossible aujourd'hui, sans digitaliser, d'avoir quelque chose d'efficace pour pouvoir montrer que ce besoin, il est vraiment piloté et qu'il est fondé sur quelque chose d'assez simple et lisible pour tous. Et ça participe aussi à la transparence dans l'entreprise, qui est aussi un élément fondamental de l'exemplarité à traduire. Et puis, le dernier, ça s'intègre
le dernier slide, Laurent, ça s'intègre finalement dans un programme qui est global, parce que quand on monitore un programme de conformité, c'est à la fois finalement monitorer des chartes et des codes, c'est monitorer aussi la partie lanceur d'alerte, la diffusion de la formation de cadeaux invitation, ces fameuses autorisations de cadeaux invitation. On a aussi toute cette relation avec l'évaluation des tiers, et puis les deux derniers éléments qui sont sur le conflit d'intérêts, et puis sur ce registre de formation. Tout ça participe d'un ensemble complet dans lequel il faut s'inscrire, parce qu'aujourd'hui, sans digitalisation, on voit bien qu'on a des limites extrêmement contraintes qui font qu'on n'est pas compliance. En tout cas, c'est quasiment impossible aujourd'hui dans des univers de groupes qui travaillent à l'international. Voilà. Non, c'est parfait. C'est parfait. Non, c'est nickel. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à tous nos intervenants. Alors, il y a des questions dans le chat. Alors, je ne sais pas si Christophe avait pu prendre le temps d'y répondre. Je n'ai pas forcément vu de réponse de Christophe. Néanmoins, vos questions seront adressées à nos intervenants. Ils vous répondront directement. Il y avait pas mal on essaie de... Ce webinaire dure 1 heure sur des thèmes qui sont complexes, complets, totalement intégrés, que ce soit la partie de Christophe, la partie de Clément et celle de Nathalie. Ce que vous aurez dans la présentation qui vous sera adressée, vous avez les emails de chacun, donc n'hésitez pas également à rentrer en contact avec nos intervenants. Vous avez ici quelques informations sur le dernier slide. Mais on va faire le SAV, comme on dit, et essayer de répondre aux questions. Merci Christophe, merci Nathalie, merci Clément, merci à tous. On est dans les délais, on est dans les temps. C'est bien sur un sujet extrêmement intéressant. Et merci de votre présence à nos webinaires sur la conformité. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci encore Christophe, Nathalie et Clément. Merci beaucoup. À plus tard. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Alors oui, les présentations vous seront adressées, Véronique, il n'y a pas de souci. Voilà, je vois vos questions là. Voilà. Merci à tous.